Je suis professeur de bactéries et je suis au niveau de la faculté de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et en même temps, je suis le chef de service du contrôle biologique, biotechnologique et de la libération des lots de vaccins au niveau de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Et c'est vraiment avec un immense plaisir que nous vous accueillons au niveau de notre séance d'écho euh, qui porte aujourd'hui sur une présentation de cas où nous allons avoir un présentateur qui est le docteur Djahabi. Nous allons y revenir dans la présentation de façon beaucoup plus détaillée. Nous avons également un expert, professeur Yaes Sao, qui va également nous aider à bien dérouler cette session en essayant de jouer le rôle d'expert. Euh, pour votre disponibilité aussi. Merci aussi à Seynabou pour la présentation cas qui vient de sa structure au niveau de Saint-Louis. Merci. Merci beaucoup, merci. professeur. Et bonjour à tout le monde. Je pense apercevoir professeur Alimatou, n'est-ce pas? Professeur Almatou n'est pas encore D'accord. là. Ok, merci. C'est pas professeur Alimatou, c'est ça qui est tout. Mais il y a son, Principal. il y a son équipe qui est là. Oui, c'est à Il y cause a, du maximum que je n'ai pas reconnu. il y a son Non, équipe je qui est n'ai là. pas fini. Il y a également Ousseynou qui est là. Oui. Qui est présent. Le maître qualité en écho. Vas-y. Bonjour à la communauté ECHO. Monsieur Saké Toulon, je suis étudiante en PhD et je travaille sur le compte régional de secours du groupe chez Ramassé. Je suis maintenant ici au niveau du laboratoire de biologie moléculaire. Je suis venue lors du redéploiement de l'effectif des agents de l'Odantec et je suis ici dans l'unité de biologie moléculaire. Merci à tous. Merci beaucoup, Safiatou, pour cette belle présentation. Il y a également un autre bras droit de professeur Alimatou qui est là avec nous, le docteur Ousseynou Gueye. Ousseynou, si vous voulez vous présenter. Merci beaucoup, professeur. Et merci beaucoup à notre maître, à nous tous, professeur Boy. Bonjour la communauté. Moi, c'est le docteur Ousseynou Gueye, pharmacien microbiologiste au niveau du LBD, plus précisément à l'unité de biologie moléculaire avec le professeur Alimatou Diop Ndiaye. Merci beaucoup à tout le monde et à la communauté, au professeur Seynabou qui nous a fait l'honneur de cette cas aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Ousseynou, pour cette belle présentation. Et je pense que nous allons peut-être un tout petit peu aborder notre session. Peut-être que rappeler que c'est une session qui porte un peu sur la résistance aux antimicrobiens. Et comme vous le savez, ça constitue un véritable problème de santé publique dans le monde et particulièrement dans les pays en développement. Et si des actions ne sont pas mises en œuvre, cette résistance peut contribuer à plus de 50, à plus de 10 millions de décès d'ici 2050. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'acteurs s'activent autour de cette question, de cette problématique, pour essayer de trouver une solution, parmi lesquelles notre séance d'aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons quand même vous présenter le sujet de la thématique d'aujourd'hui qui porte sur la persistance d'une souche de Escherichia coli productrice de bêta-lactamase à spectre élargi au cours d'une hypertrophie bénigne de la prostate. Alors, pour ce qui est de cette présentation, il y aura des intervenants clés qui vont intervenir, principalement notre maître, le professeur Cheikh Boy, qui est le président de la Société sénégalaise de microbiologie, qui va intervenir, mais également, il y aura comme facilitateur moi-même, Hassan Dien, qui est au niveau du service de bactériologie, virologie de la faculté de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop, mais également qui est le chef de service du contrôle biologique, de biotechnologie et de la libération des lots de vaccins au niveau de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique.
Nous aurons également un expert, le professeur Yaeso, qui est un professeur titulaire d'urologie, qui s'officie au niveau de l'UFR de santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Nous aurons également comme présentateur de cas le docteur Djahadi, qui est également un enseignant-chercheur à l'UFR de santé de Saint-Louis, mais également qui est au niveau du laboratoire de santé publique de Saint-Louis. Alors, pour bien mener cette thématique, nous allons vraiment suivre l'agenda ci-après. Nous aurons une présentation des participants, parce que qui va durer pratiquement 5 minutes. Et nous allons aussi ensuite présenter l'agenda et l'information. Nous allons ensuite présenter le cas, et cette présentation de cas va durer maximum 10 minutes. Il y aura aussi des questions de clarification, aussi bien des questions venant des participants, mais également des questions venant de l'expert. À la fin des questions de clarification, nous allons formuler des recommandations, et ces recommandations vont provenir aussi bien des participants, mais également de l'expert. Et nous allons aussi avoir une présentation didactique de l'expert. Ensuite, faire des échanges sur la présentation de l'expert avant de clôturer la session, et qui va constituer à faire un peu donc la différenciation, bien la description des prochaines étapes. Et pour mener cette activité, il y a certaines actions importantes qu'il faudra vraiment noter. Et ces actions consistent d'abord à ne pas divulguer d'informations de santé progrès ou d'informations personnellement identifiables. Et si vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît, veuillez fermer votre micro. Il faudra aussi que, si vous avez la parole, de garder votre vidéo allumée pour qu'on puisse interagir directement et pour qu'on puisse un peu fixer les visages pour une éventuelle collaboration ou bien une éventuelle coopération. Alors, lorsqu'on vous demande de vous présenter aussi, il faudra que vous activez votre micro. Vous allez dire votre nom, votre prénom et également l'organisation dans laquelle vous travaillez. Alors, lorsque vous avez la parole aussi, vous allez garder votre téléphone portable en mode silencieux pour éviter qu'il y ait une interaction avec le micro. Assurez-vous également d'avoir un débit Internet suffisant pour éviter un peu donc, une perte de connexion au moment de votre intervention. Et pour les questions, levez la main physiquement, utilisez les fonctions de lever de la main de Zoom. Alors, pour toute question ou problème technique concernant Zoom, merci de contacter le support informatique via le chat. Merci aussi de saisir votre nom complet et le nom de votre organisation. Vous pouvez retrouver les présentations sur IECO. Soyez informés que cette session est enregistrée et en y participant, vous acceptez d'être enregistré. Nous vous remercions pour votre coopération. Alors, pour recevoir un certificat de participation aussi, vous pouvez quand même demander de compléter. Il vous sera demandé de compléter une brève enquête. Un lien sera mis à la disposition dans le chat pour y accéder vers la fin de notre rencontre. Et ce lien restera actif uniquement durant les 48 heures suivant la session. Concernant l'utilisation de vos données, le programme ECO recueille des informations telles que les inscriptions, l'assiduité, les échanges de questions et réponses, les interactions sur le chat, ainsi que les retours d'enquête. Vos informations personnelles seront préservées en toute confidentialité. Ces données peuvent être exploitées pour créer des apports, des cartographies, des communications, mais aussi des sondages afin de garantir la qualité, mais aussi de réaliser des évaluations, de mener des recherches et de contribuer au développement de nouvelles initiatives. Alors, vous pouvez également scanner le code QR pour rejoindre le groupe WhatsApp et ce lien est partagé dans le chat. Cliquez dessous pour vous enregistrer.
Alors, merci de votre aimable attention et je pense que sans plus tarder, nous allons faire une présentation. Nous allons, comme l'indiqué au niveau de l'agenda, alors passer à la présentation des principaux intervenants. Est-ce que le docteur Diakhaby est en ligne? Oui, bonjour, cher maître. Bonjour, docteur Diakhaby. Bonjour, professeur Boy. Bonjour à toute la communauté AMS ECO. Bon, je me nomme Mba Elhaji Bambo Diakhaby. Je suis pharmacien biologiste de formation. Actuellement, je suis enseignant-chercheur en bactériologie-virologie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et je suis microbiologiste au niveau du laboratoire régional de Saint-Louis. Merci. Merci beaucoup, docteur Diakhaby, pour cette présentation exhaustive. Je rappelle que le docteur Diakhaby va nous faire la présentation du cas d'aujourd'hui et il sera accompagné en tant qu'expert de professeur Yaya. Professeur Yaya, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. C'est avec plaisir donc que je suis à ce panel. Je suis donc le professeur Yaya Sow, je suis chirurgien urologue. Je suis enseignant-chercheur à l'UGB, à l'UFR de santé. Et je suis chirurgien urologue à l'hôpital Aristide Le Dantec. Actuellement, on est délocalisé au centre de santé de Ngor. Je remercie donc le professeur Seynabou de m'avoir associé à ce panel. Et je salue tous les maîtres qui sont présents. Merci. Merci beaucoup, professeur Yaya, pour cette présentation. Cette session également sera facilitée par moi-même. Je l'avais dit tantôt, Hassan Dien, qui est professeur de bactériologie, mais également qui est au niveau de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, en tant que chef de service du laboratoire de contrôle biologique, biotechnologie et de la libération des lots de vaccins. Nous sommes également accompagnés par notre maître, le professeur Cheikh Boy, qui est doyen honoraire, mais également qui est le président coordonnateur de la Société sénégalaise de microbiologie. Je vais lui donner la parole pour se présenter, parce que nous avons d'autres personnes qui nous ont rejoints. Non, moi, je dirais merci à tout le monde. Je suis présentement professeur Cheikh Boy, président de la Société sénégalaise de microbiologie et coordonnateur de ECO-AMS Sénégal. Donc, c'est un plaisir de vous avoir aussi nombreux présents pour cette session de formation. Nous nous en réjouissons et nous espérons que, au sortir de cette session, toutes les préoccupations posées par ce cas seront résolues. Merci. Merci beaucoup, cher maître, pour cette présentation. Et sans plus tarder, nous allons donner la parole au docteur Diakhaby pour nous présenter le cas d'aujourd'hui qui porte sur Alors, si vous voulez fermer vraiment votre micro, comme on l'a indiqué tout à l'heure, ça serait vraiment l'idéal. Alors, docteur Diakhaby, vous avez la parole. Merci, je suis en train de... Professeur, comment faire pour partager l'écran? Partager. Je vais partager. La présentation bi. Moi, c'est bureau bi. Mi ngi ci Bureau bi. ubbi nga ko.
Ouais, c'est déjà ouvert. Reprendre. Est-ce que d'accord, tout l'écran. Professeur, je suis en train de voir comment partager la présentation. Ok, c'est bon. Donc, on patiente un peu. Alors, en attendant que Dr. Diakhaby partage son écran, donc peut-être on va donner la parole à d'autres personnes qui sont connectées de se présenter. Je vois également notre maître, le professeur Rugiatou. Professeur Rugui. Bonjour à tous, bonjour professeur Hassan, bonjour à notre cher maître, le professeur Boy, bonjour à toute la communauté et puis je suis contente de participer à cette session. Je suis à l'écoute du cas. Merci. Merci beaucoup, professeur Rugiatou, et bienvenue à notre session d'aujourd'hui. Je vois aussi Adama Sanago. Adama. Alors, je vois aussi un ex de l'hôpital Aristide Dantec, Aléotine. Docteur Tin. Oui, bonjour, cher maître. Merci beaucoup, professeur Hassan. C'est docteur Alioune Tim, pharmacien microbiologiste au niveau du laboratoire de bactériobiologie de l'hôpital d'Al Jam. Bon, anciennement, on était à Dantec, nous sommes délogés maintenant au niveau de HDJ. C'est un plaisir et je salue tous les maîtres qui sont là. Merci. Merci beaucoup, docteur Tin, et bienvenue à notre session d'écho d'aujourd'hui. Je vois aussi Alassane Touré. Alassane. Alassane. Bonjour, professeur. Bonjour, Alassane. Voilà, moi c'est le docteur Alassane Touré, je suis pharmacien biologiste. Je suis actuellement au niveau du laboratoire national de santé publique à Thiès. Merci beaucoup, Alassane. Et bienvenue aussi à notre session d'écho. Je vois aussi Narissa, vous êtes toujours en ligne ou bien vous êtes reparti? Narissa, Tagne. Je vois aussi Mohamed Abdoulaye Sonko. Mas. Bonjour, professeur Hassan. Comment tu vas? Bonjour aussi à notre cher maître, le professeur Boy. Bonjour à tout le monde en tout cas. Et en tout cas, heureux d'assister à ma première session d'écho. Et voilà, donc, j'essaie de suivre l'exposé du jour et espérant qu'on va beaucoup apprendre en cas de session écho, notamment concernant la bactérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Sonko, et un grand bonjour à nos amis de Albert Royer. Merci en tout cas d'avoir accepté d'assister à cette séance d'écho, comme tous les autres également. Je vois aussi Ndeye Fatou Fall. Ndeye Fatou. Bonjour. Bonjour Ndeye Fatou. Bonjour à tous, bonjour à toute la communauté. Je me nomme Ndeye Fatou Fall, je suis technicienne supérieure au laboratoire de l'hôpital de Saint-Jean de Thiès. C'est ma première participation aux sessions éco. Je suis vraiment honorée et je suis à l'écoute du cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ndeye Fatou. Bonjour, professeur. Bonjour.
Larissa, allez-y. Je pense qu'on a un problème de connexion avec Larissa. Votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Je pense que ça se passe bien au Burkina. Nous avons aussi Bella Barry. Bella. Le professeur Ablaye Sek aussi, professeur Sek. Bonjour tout le monde. Bonjour, professeur Sek. Comment allez-vous? Bonjour, professeur Hassan. Bonjour tout le monde, nos maîtres, le professeur Cheikh Sadou Boy et tous nos collègues et tous les participants à ce écho. Mais j'espère que l'équipe de Saint-Louis se fasse vide. Il nous retarde. Il y a la qualité. Ça, c'est par la qualité. C'est un je vous taquine là. Ah oui, tout à fait. Donc, merci en tout cas, professeur Sek. Et merci d'avoir assisté à nous rejoindre. Donc, pour partager avec nous votre expérience à propos de ce cas qui va être présenté. Alors, je demande à l'équipe de Saint-Louis de nous envoyer la présentation. S'ils ont des difficultés, de partager leur écran. Et comme ça, nous, de là, on va essayer de d'ouvrir et de partager pour eux. Comme ça, on va essayer de gagner du temps pour permettre à chacun de se libérer avant même 14. Je rappelle que la session ne durera qu'une heure de temps. Docteur Diakhaby, si vous avez des difficultés, vous pouvez partager votre présentation et on va essayer de... Donc, docteur Diakhaby, vous pouvez envoyer votre présentation. Voilà. Je pense que c'est bon maintenant. Alors, sans plus tarder, nous allons vous donner la parole. Mais mettez en mode diaporama et activez la modification. Voilà, c'est bon. C'est excellent. Maintenant, vous avez la parole et vous avez 10 minutes pour nous faire la présentation de ce cas. Merci encore une fois à tout le monde de nous avoir rejoints au niveau de cette séance d'aujourd'hui. Donc, docteur Diakhaby, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher facilitateur, professeur Hassan Dieng, chers maîtres, chers collègues, à toute la communauté AMS ECHO, bonjour. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le cas portant sur... Je n'arrive pas à défiler. Excusez-moi. Je pense que vous pouvez parallèlement envoyer votre présentation parallèlement. Donc, est-ce que je peux envoyer parallèlement la présentation? Comme ça, s'il y a des difficultés, nous, on projette directement. Oui, d'accord. Donc, c'est bon. Allez-y, donc. Alors, c'est bon. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter ce cas portant sur une persistance d'une souche d'Escherichia coli, sécrétrice d'une bêta-lactamase à spectre élargi. Elle n'est pas touchée. Ousseynou, professeur Hassan, on a transféré la présentation à Dr Ousseynou. C'est bon, c'est bon. OK, c'est bon. Donc, d'une souche d'Escherichia coli, d'une persistance d'une souche d'Escherichia coli, productrice d'une bêta-lactamase à spectre élargi,
au cours d'une hypertrophie bénigne de la prostate. L'échantillon ici en question, c'est les urines qui ont fait l'objet d'un examen cytobactériologique le 10 octobre 2024. Alors, en guise de rappel, les antimicrobiens sont des médicaments qui sont utilisés pour traiter une infection pouvant être bactérienne, parasitaire, fongique ou antivirale. Et l'efficacité de ces antimicrobiens, notamment celle des antibiotiques, sont souvent compromises par des mécanismes de résistance qui peuvent être soit naturelles ou acquises. Donc, on parlera de résistance naturelle quand cette résistance est chromosomique, transmise à la descendance et présente chez toutes les bactéries d'une même espèce. À côté de cette résistance naturelle, nous avons la résistance acquise qui est obtenue souvent par mutation ou bien par acquisition d'un élément génétique mobile. Et comme exemple ici, on a les plasmides. Alors, ces résistances, surtout celles acquises, constituent un problème majeur de santé publique, dans la mesure où elles entraîneraient 700 000 morts par an dans le monde, soit un décès toutes les 45 secondes. Et l'OMS a alerté dans le sens où si aucune action n'est prise d'ici 2050, la mortalité liée à cette résistance va atteindre la barre des 10 millions de décès par an. Et par les mécanismes de résistance responsables de la multirésistance surtout, les plus en vue, c'est surtout la sécrétion d'une bêta-lactamase à spectre élargi. Et cette sécrétion de bêta-lactamase à spectre élargi confère à la bactérie une résistance face à toutes les bêta-lactamines, excepté les céphamycines et les carbopénèmes. Et ce qui est encore plus redoutable, c'est que ces mécanismes de résistance sont codés par des plasmides qui sont des éléments génétiques mobiles. Et à l'intérieur de ces plasmides, d'autres gènes de résistance peuvent être retrouvés comme des gènes qui codent pour la résistance aux quinolones, aux aminosides. Et une co-expression de ces gènes entraînerait souvent des impasses thérapeutiques. Et un autre fait aussi beaucoup plus alarmant, c'est que ces bactéries multirésistantes se retrouvent souvent en situation de portage. Et ces situations ont été largement rapportées dans la littérature, aussi bien en milieu communautaire qu'en milieu hospitalier, surtout dans les services de soins intensifs. Et les sites les plus colonisés, surtout par les bactéries multirésistantes, c'est surtout les cavités nasales avec des souches de Staphylococcus aureus résistantes à la méticilline. On a aussi la peau et l'oropharynx avec les souches de Pseudomonas aeruginosa et d'Acinetobacter baumannii multirésistantes. Il y a aussi le tube digestif avec le portage des souches d'entérobactéries sécrétrices de bêta-lactamase à spectre élargi. Donc, en ce qui concerne l'arbre urinaire, c'est surtout la partie inférieure qui est colonisée par des bactéries commensales non pathogènes. Donc, la partie supérieure est censée être stérile sur le plan physiologique. Et là, nous rapportons un cas exceptionnel d'un patient souffrant d'une hypertrophie bénigne de la prostate, âgé de 73 ans, avec des antécédents d'hydronéphrose, c'est-à-dire une obstruction du tractus urinaire entraînant une accumulation des urines au niveau rénal, ayant suscité une ablation du rein droit en 1986. Donc, le patient est hypertendu, non diabétique et des épisodes de constipation avaient été notés chez ce patient. Donc, la découverte de la souche en question est survenue lors d'un bilan préopératoire pour une hypertrophie bénigne de la prostate en 2015. Par rapport aux paramètres biochimiques, donc,
on avait un PSA qui était légèrement élevé en 2015 et en 2017 lors du diagnostic avec une hypertrophie bénigne de la prostate. En 2020, on a aussi une augmentation de la prostate et en 2023, le dernier dosage de la PSA, du PSA réalisé était de 7,82. Donc, le compte-rendu de l'examen anatomopathologique réalisé au départ à la première consultation avait montré une hyperplasie fibro-adénomyomateuse bénigne. Et la dernière évaluation de la créatinine avait donné un taux de créatinine de 14,10 mg par litre. Maintenant, qu'en est-il de la chronologie des événements par rapport à l'isolement de la souche en question? Donc, en 2015 et 2016, le patient était venu à l'hôpital pour se faire consulter pour une hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, dans le but de faire un bilan préopératoire, un examen cytobactériologique des urines avait été demandé. Donc, après l'examen cytobactériologique, il est sorti une souche d'Escherichia coli sécrétrice de bêta-lactamase à spectre élargi. Donc, faire la prise en charge, un traitement à base d'imipenem avait été institué. Donc, le contrôle de cet TCBU avait montré une persistance, malgré le traitement avec l'imipenem, une persistance de la souche d'Escherichia coli sécrétrice de BLSE. Donc, en 2018 et 2019, ce même patient avait été hospitalisé pendant 10 jours pour la même pathologie, avec cette fois-ci une tuméfaction urinaire. Et ça aussi, dans le cadre de la prise en charge, un traitement à base d'imipenem aussi avait été institué. En 2019 aussi, le patient était venu sous contrôle et on a retrouvé aussi la souche qui est toujours sécrétrice de bêta-lactamase à spectre élargi. En 2021, encore, le patient est venu pour un examen cytobactériologique des urines et ça a donné toujours le même résultat. Maintenant, comme on avait une sensibilité à la phosphomycine, on a essayé de changer le traitement et d'instituer la phosphomycine, mais la souche, après contrôle, a été retrouvée toujours sécrétrice de bêta-lactamase à spectre élargi. Et en 2022, puisque le patient a été en contact avec beaucoup d'antibiotiques, surtout à large spectre, ce qu'on redoutait, nous, c'est une notion de portage, surtout digestive. C'est la raison pour laquelle on a cumulé un examen cytobactériologique des urines avec une coproculture. Et les deux examens ont montré toujours la présence d'une souche d'Escherichia coli sécrétrice de bêta-lactamase à spectre élargi. Donc, la phosphomycine, comme la bactérie était toujours résistante à la phosphomycine a été instituée dans le but d'essayer de régler le problème. Mais on avait toujours la persistance après contrôle de la souche d'Escherichia coli sécrétrice de BLC. En 2023 aussi, un autre examen dans le but de faire un contrôle avait montré aussi la présence de ces souches d'Escherichia coli sécrétrice de BLSE. Donc, on avait choisi maintenant d'arrêter l'antibiothérapie et de faire un suivi rapproché du patient puisque l'état clinique du patient était favorable. Par rapport à l'évolution de la résistance des différentes souches qui ont été isolées ces années, donc les antibiogrammes étaient quand même semblables et superposables. Donc, on avait une souche qui est sécrétrice de bêta-lactamase à spectre élargi, donc résistante aux céphalosporines de première, troisième et quatrième génération, gardant sa sensibilité à la céphoxytine. Et là, pour les autres antibiotiques testés, on a la sensibilité à la phosphomycine, gentamicine, l'amicacine et la ciprofloxacine. Maintenant, avec l'avènement de ECO-AMS, nous avons tenu à appeler le patient dans le but de refaire ses examens cytobactériologiques et de le présenter à la communauté pour apporter des solutions dans la prise en charge thérapeutique.
Maintenant, comment avions-nous procédé? Nous avions prélevé des urines et des selles afin de rechercher cette même bactérie qui avait posé des problèmes. Donc, ces urines et ces selles avaient fait l'objet d'un examen microscopique et après examen microscopique, on a fait la culture sur un milieu chromogène et dans ce milieu, on avait Docteur Diahabi, on ne vous entend plus. Docteur Diahabi. Oui. Allez, c'est bon maintenant. Vous m'entendez? C'est bon. C'est bon. Donc, je disais avec... Je continue. Oui. Je pense qu'on vous a perdu à nouveau. Alors, merci. Je pense que nous avons perdu le Dr Diahabi et nous étions presque à la fin de cette présentation de cas où il nous a un peu posé la problématique de la résistance aux antimicrobiens avec des conséquences énormes si aucune action n'est... Excusez-nous, un petit souci technique. Un petit souci technique, il continue, il va continuer. Oui, oui, ils vont continuer. On va leur demander de nous rejoindre le plus rapidement possible. Je pense que c'est des soucis de connexion qui peuvent arriver. Donc, je disais que c'était un cas vraiment c'est un cas intéressant quand même, avec une persistance d'une souche de E. coli au traitement, en utilisant l'une des molécules les plus actives, qui est l'imipenem. Et Dr Diahabi était en train de nous décrire la méthodologie qui a été adoptée pour essayer d'identifier cette bactérie. Et je pense que... Est-ce que vous pouvez me permettre de partager, s'il vous plaît? Oui, si vous avez la possibilité, vous pouvez partager et ils vont nous suivre. Non, non, parce que l'animateur doit activer le partage pour moi. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Il a activé. C'est bon. Allez, essayez de partager, donc processez nous. Voilà, c'est bon, processez-nous, on voit votre écran. Oui, nous voyons votre écran. Vous pouvez juste agrandir, mettre en format diaporama. Voilà, c'est bon. Voilà. Ok. C'est parfait, voilà. Oui. C'est parfait. Docteur Diahabi, vous pouvez continuer en suivant la main de processer Nabou. Si vous voulez, vous pouvez demander donc, une autre diapositive. Alors, c'est bon, vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon, allez-y. Vous l'entendez? On vous entend parfaitement. D'accord, c'est bon. Allez-y, c'est bon. Bon, on ne vous entend pas, docteur Diahabi. On ne vous entend pas. Alors, merci. Ouais. Voilà. Alors, c'est bon. Oui, c'est bon, allez-y. Alors, oui. je disais qu'avec l'avènement de ECO-AMS, nous avons tenu à rappeler le patient
dans le but de refaire l'examen cytobactériologique des urines et la coproculture et de présenter les résultats à la communauté pour apporter des contributions dans le but de prendre en charge et de la pathologie dont souffre ce malade. Donc, un prélèvement d'urine et de sel avait été réalisé et ces prélèvements ont fait l'objet d'un examen microscopique et d'une culture sur milieu chromogène dans lequel on a incorporé une céphalosporine de 3e génération. Donc, la qualité de ce milieu avait été contrôlée avec une source de référence de Klebsiella pneumoniae ATCC 633. Donc, ces bactéries isolées ont fait l'objet d'un antibiogramme par méthode, tout en respectant les recommandations du comité du CACFM de l'année en vigueur. Donc, on a fait, concernant l'examen cytobactériologique des urines, la macroscopie avait montré des urines troubles. On avait une leucocyturie modérée à 1800 par millimètre cube, une absence d'hématie de cellules, de cristaux, de parasites, de cylindres. Et à l'état frais, on avait des bacilles mobiles à ciliature péritriche. Et au gramme, on avait des bactéries à gramme négatif. Maintenant, concernant la coproculture, l'aspect macroscopique était, les selles étaient moulées. La microscopie avait montré une absence d'hématie, de leucocytes et la flore était essentiellement équilibrée. Donc, les antibiogrammes, aussi bien pour l'ECBU que pour la coproculture, avaient montré la présence de sources d'Escherichia coli sécrétrices de bêta-lactamase à spectre élargi. Et en superposant les deux antibiogrammes, aussi bien pour la coproculture que pour l'examen cytobactériologique des urines, on avait vu que ces deux antibiogrammes étaient quasi semblables et superposables, avec ici un phénotype de résistance de sécrétion par sécrétion de bêta-lactamase à spectre élargi et une sensibilité aux aminosides, à la ciprofloxacine, chloramphénicol et au carbaphénène. Donc, ces résultats dans le but de prendre en charge le patient, un certain nombre d'hypothèses avaient été émises. Donc, la première hypothèse ici, c'est comme le patient avait une hydronéphrose et une hypertrophie bénigne de la prostate, on a pensé que ces deux pathologies-là pouvaient entraîner une diminution du flux urinaire et entraîner aussi un stase au niveau de l'arbre urinaire et une possibilité, il peut y avoir une possibilité de développement de bactéries comme Escherichia coli qui va former ce qu'on appelle un biofilm et ce biofilm-là peut être difficilement détachable et difficilement atteignable par les antibiotiques. Il y a aussi d'autres causes qui peuvent être d'ordre pharmacocinétique, parce que pour qu'un antibiotique puisse être efficace, il faut que l'antibiotique atteigne d'abord sa cible et soit au niveau du site infectieux à une concentration optimale pour pouvoir faire son effet. Il y a aussi, comme autre hypothèse, la malformation vésicale. Il peut y avoir aussi une inactivation des antibiotiques, comme l'imipénem ici au niveau rénal, par des enzymes qu'on appelle la dihydropeptidase. Et en perspective, dans le but de mieux comprendre la pathologie, on va essayer de rechercher les facteurs de pathogénicité, à savoir des facteurs d'adhésion, parce que la bactérie, pour qu'elle puisse entraîner une infection du tractus urinaire, elle doit pouvoir s'agripper au niveau de cette muqueuse-là pour ne pas être décrochée par le flux urinaire. Donc, ces facteurs d'adhésion-là sont très importants dans l'établissement d'un biofilm. On va aussi rechercher les systèmes de captation de fer, les systèmes de pathogénicité dans le but de voir pourquoi cette bactérie-là, qui a persisté pendant longtemps au niveau du tractus urinaire, n'a pas créé d'autres des complications à type de septicémie, etc. On va aussi rechercher en perspective les déterminants génétiques de la résistance
à savoir les céphalotaximases, les HSV, les thèmes qui peuvent être responsables de la sécrétion de bêta-lactamase à spectre élargi. Et on va faire aussi, toujours dans les perspectives, un peu de phylogénie pour voir si réellement les souches ont des liens de parenté, si c'est la même souche qui est là depuis plus de 10 ans et qui se multiplie sans pouvoir être éliminée par les antibiotiques. Et enfin, on va faire aussi un dépistage du portage vaginal et digestif du conjoint. Alors, j'en ai fini, Monsieur le Président. Nous nous excusons des problèmes liés à la connexion et nous serons ravis de vous écouter, d'écouter la communauté par rapport aux différentes contributions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Diahabi, pour cette belle présentation du cas. Et je rappelle que c'est des choses qui peuvent arriver. Ça, c'est vraiment les aléas de la connexion en ligne. Ça peut arriver. On comprend. Encore une fois, toutes nos félicitations et pour cette belle présentation. Alors, je m'en vais faire le résumé de la présentation du Dr. Diahabi. Et il s'agissait d'un cas d'un patient qui avait une hypertrophie bénigne de la prostate et qui est venu pour faire un bilan préopératoire. Et au cours de ce bilan préopératoire, déjà en 2015-2016, donc une souche de Escherichia coli productrice de BLSE a été isolée. Le patient a été mis sous imipenem et l'imipenem n'a pas marché. Et en 2000 déjà, c'était un patient qui était très âgé, 73 ans. Et au bout de 2012 également, ce même patient est revenu. On lui a encore fait un bilan qui a montré la même souche. 2010, pareil. 2021, aussi c'est pareil. On lui fait un prélèvement, ça a montré une souche de Escherichia coli, mais le schéma thérapeutique a changé. Au lieu de l'imipenem, on lui a donné de la phosphomycine. En 2022 aussi, on a essayé de rechercher la bactérie au niveau des urines, mais également au niveau des selles. Et cette bactérie a été retrouvée dans les deux produits pathologiques. En 2023 aussi, c'est pareil. Et l'étude de la sensibilité aux antibiotiques a montré que seule donc, la cefpoxétine, seul également les aminosides, amikacine, gentamicine et également les imipenem, de même que la ciprofloxacine, donc, ont montré une bonne activité. Alors, le présentateur également a essayé de faire une investigation des causes de l'échec, donc en supposant que ça peut être d'origine mécanique par une stase qui peut entraîner un peu donc l'élimination des bactéries. Ça peut être également lié à des problèmes de pharmacocinétique, mais également ça peut être lié à des problèmes de malformation, mais également à des sécrétions d'enzymes, telles que les enzymes qui, donc, pour l'activité de l'antibiotique. Il a fini par des perspectives, et ces perspectives vont aller dans le sens de la recherche des bactéries d'adhésion, mais également dans le cadre de la recherche des systèmes de captation du fer. Et aussi, il a émis des perspectives pour rechercher les déterminants génétiques, de la phylogénie, mais également de faire des dépistages chez la femme. Je pense qu'il n'entendait pas. Est-ce que le résumé, vous avez entendu le résumé, Diahabi? Oui, on a bien entendu. Oui. Est-ce que ça a été fidèle, le résumé? Oui, ça va, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer la parole aux participants pour que, éventuellement, s'ils ont des questions de clarification, ils peuvent les poser. Alors, si vous avez des questions de clarification, je vois déjà une main de professeur Abdoulaye Seck. Alors, bonjour, monsieur le facilitateur. Vous m'entendez? Vas-y, professeur Seck. Alors, moi, je félicite le présentateur Mbambo, mais moi, j'ai quelques problèmes dans la présentation du cas. Parce que quand Mbambo me dit que, oui, le cas, il a fallu qu'il doit présenter l'écho
pour qu'on appelle le patient. Ça veut dire que donc, moi, j'ai un grand problème pour le suivi de ce patient. Alors que c'est un cas qui est venu au labo avec la même souche qui est persistante depuis plusieurs années. Il a fallu l'écho pour que vous l'appelez. Moi, j'ai un problème, un grand problème. Ça veut dire que ce patient n'est pas bien suivi. C'est ce que je comprends. Alors, pour le traitement aussi me pose problème. Parce que quand on regarde les antibiogrammes, il y a beaucoup de molécules qui sont actives. Et les gens ont pris la peine. Chris Yonli, si vous pouvez fermer fermez votre s'il vous plaît. Alors, j'ai un grand problème. Parce que d'emblée, vous mettez imipenem, alors qu'il y a beaucoup d'antibiotiques efficaces qu'on peut utiliser. Et la dernière chose, hein, vous avez fait un prélèvement d'urine et comment on appelle, des selles. Je veux bien, mais vous n'avez pas dit, est-ce qu'il y a une corrélation, l'antibiotypie, même si vous n'avez pas fait la moléculaire, pouvez-vous donner une idée, est-ce que c'est la même peut-être que bactérie avec le même profil de résistance? Ça, vous devez. Mais maintenant, ma question, tout ce que vous avez dit, c'est intéressant. Mais moi, je vous donne un exemple que j'ai eu ici à l'Institut Pasteur de Dakar. C'était une patiente qui avait le même problème, hein. Une Guinéenne qui venait avec une Escherichia coli, bêta-lactamase, on a traité, ça ne marchait pas. Mais quand j'ai réfléchi, c'est une autocontamination. Quand on a fait les selles, nous avons trouvé le même germe, on a changé et il fallait maintenant préconiser une hygiène individuelle de l'individu. Parler comment, quand elle va, la personne va au sel, comment elle se nettoie. C'est ça, moi, je pense qu'il faut. Parce que vous avez mis beaucoup d'antibiotiques, ça ne marche pas. Tout ce que vous avez dit, c'est bon, mais je pense que nous allons. Non, non, on vous entend, mais je pense que nous allons y revenir dans les recommandations. C'est des recommandations pertinentes. Je pense que nous sommes actuellement au niveau des questions de clarification et quand on viendra au niveau des recommandations, je pense qu'on aura besoin de cet avis-là et de cette comparaison-là entre votre cas et le cas que le Dr Diakhé a présenté. Alors, je remercie toute l'équipe de Seynabou pour le travail fourni et toutes les qui sont présents pour l'écho. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, professeur Abdoulaye Seck, pour ces questions de clarification. Nous allons passer la parole également à Dr Adjaratou Traoré. Adjaratou, vous avez la parole. Oui, merci, docteur. Merci au professeur d'avoir effectué cette présentation, ce partage. J'avais quelques questions pour clarifier ma compréhension. Est-ce que en 2018 et 2019, il a présenté des signes urinaires? Ensuite, la prochaine question. Est-ce que de 2021 à 2023, son traitement était ambulatoire? Troisième question, est-ce que le patient est sondé ou bien était sondé? Si oui, quelles sont les années auxquelles il a été sondé? Et ma dernière question, quel était le dosage des différents antibiotiques qu'on a utilisés pour son traitement? Je vous remercie. Merci beaucoup, Adjaratou, pour ces questions de clarification. Nous allons recueillir toutes les questions et retourner la parole au président de cas pour apporter des éléments de clarification. Larissa Tagne, docteur Larissa. Oui, merci bien, professeur Hassan. Merci au présentateur. Merci à l'équipe ECHO. Alors, je voudrais savoir les ECBU antérieures, est-ce qu'elles ont été faites suite à une infection urinaire dépistée sur le plan clinique ou bien c'était juste dans des bilans de... Vous avez dit quelque part que vous avez réalisé un ECBU dans un bilan préopératoire, je crois bien. Maintenant, est-ce que tous ont été faits dans ce cadre-là ou bien il y avait eu quelquefois des infections urinaires? Et est-ce que ces ECBU-là ont montré de réelles leucocyturies qui sont significatives? C'est ça ma question. Maintenant, j'avais une autre préoccupation, c'est par rapport au traitement. Mon prédécesseur, le professeur qui a parlé en premier, a déjà parlé de cela. Concernant la molécule d'imipenem qui a été utilisée, alors, on a vu que l'antibiogramme montrait des sensibilités à d'autres familles. Pourquoi n'avoir pas utilisé
et ces autres familles-là pour traiter le patient à la place des tabacs bénins. Donc voilà mes deux questions. Merci bien. Merci, docteur Larissa. Céline Moutada. Bonsoir à tous. Merci, professeur Hassan. Merci au présentateur, Dr Bambo Diahabi, pour ce cas. Moi, j'avais juste une inquiétude par rapport aux hypothèses qui ont été émises à la fin de cette présentation. J'aimerais savoir pourquoi ils n'ont pas soulevé l'hypothèse de l'inobservance thérapeutique, parce que dans les différents traitements, ils ont mis l'imipenem en première intervention. Et on sait très bien que l'imipenem est assez cher et que ce n'est pas disponible partout. Et parfois, les patients ont du mal à faire correctement le traitement, parce que d'habitude, c'est un traitement de 10 jours et qui coûte très cher aux patients. J'aimerais savoir pourquoi ils n'ont pas soulevé l'hypothèse d'une inobservance thérapeutique chez le patient. Merci beaucoup, Dr Seydou Moutala Sow, pour ces questions. Nous allons passer la parole à notre maître, le professeur Rougiatou. Professeur Rougui. Je voudrais d'abord féliciter l'équipe de Saint-Louis pour partager avec nous ce cas qui est intéressant, mais effectivement qui appelle beaucoup de questions. Je pense que les uns et les autres ont déjà posé certaines des clarifications que je voulais avoir, notamment est-ce que le patient est sondé puisqu'il a une symptomatologie urinaire. Est-ce que effectivement les différents CBU qui sont faits ont été demandés parce qu'il y a eu des signes d'appel urinaire sur le tableau d'hypertrophie bénigne de la prostate, ou est-ce que juste c'est des CBU de bilan? Est-ce que dans son dossier médical, on retrouve peut-être une malformation qui fait que, puisqu'on retrouve la même souche de Escherichia coli dans les selles et dans les urines, est-ce qu'il n'y a pas une malformation, n'est-ce pas, sur le plan urinaire qui fait un peu un contact entre le tube digestif et l'appareil urinaire, qui expliquerait pourquoi tout le temps on a cette souche-là? Et puis surtout, le titre du cas, on a dit le terrain, c'est hypertrophie bénigne de la prostate. Est-ce que ce patient a été opéré de son hypertrophie bénigne de la prostate? Donc, c'est vraiment les quelques éclaircissements que je voulais avoir sur ce cas. Et encore félicitations. Merci. Merci beaucoup, professeur Rougiatou. Nous allons maintenant passer à Mansour. Mansour Ndiaye. Merci beaucoup, cher maître. J'espère que vous m'entendez. Bonjour à tous. Je félicite Dr Diahabi pour sa belle présentation. Moi, j'ai juste une seule question. C'est par rapport à vos perspectives. Est-ce que vous avez pu conserver toutes les souches isolées en 2015, 2017, 2020 à 2022 afin de faire des études moléculaires pour comparer les gènes de résistance pour chaque souche? Merci beaucoup. Merci. Alors, pour ces questions très pertinentes que les participants ont posées, et je vais retourner la parole au présentateur de cas, le docteur Diahabi, pour essayer d'apporter des éléments de clarification, notamment au choix de l'imipenem. Pourquoi vous avez choisi l'imipenem, alors que d'autres antibiotiques également étaient actifs? Est-ce que également le patient a été sondé? C'était une question qui a été posée. Est-ce que c'était un patient qui prenait son traitement en ambulatoire ou bien c'était le traitement a été pris au niveau de l'hôpital? Est-ce que aussi il y a donc les différents ECBI qui ont été utilisés, qui ont été demandés, ce sont des ECBI à la suite des signes d'appel urinaire ou bien c'était à la suite d'un bilan? Est-ce qu'il y avait également donc les causes, parmi les causes, est-ce que ça pourrait pas être également une cause d'une observance thérapeutique? Est-ce qu'il y a également, il n'y a pas possibilité de faire également des études moléculaires pour comparer les deux espèces bactériennes, pour comparer les deux souches bactériennes qui sont isolées, en particulier
qu'à partir donc de la coproculture. Docteur Diakhaby, vous avez la parole pour essayer d'apporter des éléments de clarification. Merci beaucoup, professeur Assane Dieng. Bon, je commencerai par dire que lors d'une phase de transition, j'ai dit que dans le cadre de l'avènement de AMS ECO, nous avons tenu à rapporter ce cas dans le but pour permettre aux gens, aux différentes spécialités, d'apporter leur contribution. Donc, c'est un patient qui est suivi régulièrement, qui est même là, ici à Saint-Louis, dans notre bureau, et il va même intervenir tout à l'heure pour rassurer, tout ça c'est pour rassurer le professeur Abdoulaye Seck, et pour lui dire que c'est un patient qui est suivi à l'hôpital et qui est suivi par le corps médical et qui est suivi aussi au laboratoire de très près. D'accord. Donc, j'ai dit aussi par rapport aux antibiogrammes, je pense qu'il y avait un problème de connexion, mais j'ai dit que les souches qui ont été isolées des urines et la souche qui a isolé des selles, ces deux souches-là sont semblables et superposables. Donc, si on prend les deux boîtes d'antibiotiques, quand on les superpose, ça va donner la même antibiotypie. Ça va donner la même antibiotypie, ça donne le même profil de résistance aux antibiotiques. Par rapport maintenant aux antibiotiques, qui ont été testés, ici nous sommes on est hors de Dakar, très loin de Dakar, et on connaît les conditions de travail qu'on a dans les hôpitaux. Donc on a essayé aussi bien que possible de chercher les disques pour pouvoir vraiment essayer d'avoir, avoir une panoplie d'antibiotiques dans le but de la prise en charge du patient. Donc le patient aussi, dans le cadre par rapport aux examens cytobactériologiques des urines, donc c'est un patient qui venait pour un bilan. Donc c'est un patient qui venait pour un bilan préopératoire. Je l'ai tantôt dit, ce patient à chaque fois voulait coûte que coûte faire une opération. Donc le patient voulait coûte que coûte faire une opération. Mais à chaque fois qu'on faisait l'examen cytobactériologique des urines, on trouvait qu'il y avait une bactérie sécrétrice de BLSE et qui ne permettait pas de faire une opération pour éviter les risques de dissémination de la bactérie. Donc après, on a choisi de suivre de très près, puisque l'antibiothérapie n'a pas marché, de faire et que le pronostic ou bien les conditions du patient étaient favorables, on a choisi d'arrêter un peu l'antibiotique et de faire un suivi rapproché. Donc tous les essais BU qu'on a eu à faire, c'est dans le cadre d'un suivi très rapproché pour pouvoir prendre en charge le patient. Donc par rapport à la malformation dont le professeur Rougui parlait tout à l'heure, je pense que ça fait partie même des hypothèses qui ont été formulées pour traiter ce cas. Et quelqu'un aussi a parlé d'un problème d'observance. Donc, juste rappeler que c'est un patient qui est très discipliné. C'est un patient qui est très discipliné et l'institution de l'IMIPENEM avait été faite en milieu hospitalier. Donc, c'est un patient qui est très rigoureux dans la prise en charge de sa pathologie. Et l'IMIPENEM aussi qui a été utilisé, comme ça a été institué à l'hôpital, c'est quand même cher, mais il avait les moyens de s'en procurer. Donc, on avait utilisé un dosage vraiment normal dans le but de prendre en charge ce médicament. Donc, par rapport aussi à la conservation des souches, on a pu conserver 3 à 4 souches ont été conservées. Des ECBU antérieurs ont été conservés. Et c'est pourquoi, dans les hypothèses, on a formulé, dans les perspectives, on a formulé l'idée, peut-être, de faire un peu de phylogénie pour voir les liens de parenté, surtout des souches, pour voir si c'est superposable. Et pour terminer, par rapport à la sensibilisation, conditions hygiéniques, etc., c'est un patient qui est très discipliné, très rigoureux, qui est tout le temps sensibilisé par rapport à l'hygiène, non seulement dans le but de la prise en charge de sa pathologie, mais pour éviter une dissémination du germe au niveau familial ou bien dans l'environnement.
Par rapport aux questions de Larissa, j'ai pas bien entendu la question, mais j'espère avoir vraiment répondu à toutes les autres questions. Je vais passer peut-être la parole après à professeur Seynabou pour qu'elle complète un peu les explications. Je peux prendre la parole en tant que clinicien. Voilà. On va y revenir. Vous êtes l'expert. On va vous remettre la parole pour un peu apporter également des questions de clarification en tant qu'expert. Donc, nous allons peut-être continuer avec Dr Diahabi. Si professeur Seynabou, comme c'est la même équipe, peut toujours essayer d'apporter des réponses par rapport aux questions de clarification avant qu'on ne donne la parole à l'expert. Voilà, merci beaucoup, professeur Hassan. Donc, très rapidement, je vais compléter les arguments du docteur Diahabi. Donc, c'est un patient qui, sur le plan clinique, ne présentait pas de signes d'infection du tractus urinaire. Il n'y a pas d'inobservance, pas du tout. C'est quelqu'un qui est très rigoureux, comme l'a dit le docteur Diahabi. Et il n'était pas porteur de sonde également. Il vient de me le confirmer, il n'a jamais été sondé. Et il y a d'autres éléments qu'il vient de me donner parce qu'il y a quelques gens qui se demandent pourquoi on n'a pas utilisé d'autres types d'antibiotiques. Et dans ces documents, on voit qu'en février 2024, on lui a prescrit de l'amicacine, toujours rien. Et en mars 2024 également, il a pris du méropenem. Et c'est un patient qui n'a jamais été opéré de sa prostate. Donc, c'est pour cela. En fait, pour lui, il doit être opéré. Donc, c'est lui-même, chaque fois, qui est demandeur même du contrôle de l'ECBU, parce qu'il voudrait que son ECBU, c'est négatif, pour qu'il soit opéré. Voilà, merci pour ne pas tirer en longueur. Merci. Merci beaucoup, professeur Seynabou, pour ces éléments de clarification-là. Mais avant de remettre la parole à l'expert, je vois la main de professeur Aïssatoullah, infectiologue. Professeur Aïssatou, est-ce que vous avez une question de clarification? Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez, professeur Hassan? Oui, bonjour, professeur Aïssatou. On vous entend bien. Oui. En fait, c'est la clinicienne qui va intervenir ici. Je remercie le collègue pour la présentation du cas, notamment du résumé que vous en avez fait. Et pour ma part, bon, ça m'a interpellée, de même, et je partage les mêmes remarques que le professeur Abdoulaye Sow. Et en entendant parler tout de suite professeur Seynabou, on se rend compte déjà, pour moi, au départ, c'était le cadre nosologique qu'il fallait régler dès le départ. Dans quel groupe est-ce que nous sommes? S'agit-il d'une colonisation ou effectivement d'une infection urinaire? Et d'après ce que le professeur Seynabou dit, ce que je comprends du cas, il s'agit d'une colonisation. Et s'il s'agit d'une infection urinaire, notamment pour les infections urinaires, la prise en charge dépendra du type qu'on a. S'agit-il d'une infection urinaire simple? Est-ce qu'on est dans le cadre d'une infection urinaire avec un risque de complications ou bien d'une infection urinaire qui est récidivante? Au départ, quand j'écoutais, avant que le professeur Seynabou nous donne les précisions, il était, d'après ce que j'entendais, c'était une infection urinaire à risque de complications ou une infection urinaire récidivante. Et ici, c'est une infection urinaire masculine, donc anciennement déclarée comme prostatite. Donc, auquel cas, la durée, si on est dans le cadre d'une infection urinaire masculine, ici, les durées vont varier entre 2 semaines et 3 semaines d'antibiothérapie. Et a priori, si possible, on ne met pas de carbapénem dans ce type d'infection au départ, si c'est possible. Quand on est à l'aveugle, on ne met pas, ça dépend de l'antibiogramme, et j'ai un peu raté les différents antibiogrames qui ont été faits, mais en première intention, c'est les fluoroquinolones, et en deuxième intention, oui. Pour ça, je pense qu'on va y revenir, ça c'est des recommandations, je pense que ça doit être des recommandations très pertinentes pour une prise en charge efficace de ce patient-là. D'accord, donc je vais reparler alors. Au moment des recommandations. Et nous prions de vraiment d'être toujours connectés parce qu'on aura besoin vraiment de ces recommandations. D'accord. Ok, merci. Merci pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons donner la parole à professeur Yaya pour essayer donc d'apporter des éléments, de poser des questions de clarification. Professeur Yaya, vous avez la parole. Merci, monsieur le facilitateur. Donc, c'est un cas très intéressant. Donc, tout le monde a sûrement dû s'en rendre compte du fait des interrogations multiples. Ce que je vais dire d'abord,
c'est que c'est un patient qui est suivi depuis longtemps et qui a visité plusieurs hôpitaux, qui a visité plusieurs urologues. Donc, c'est pas simple, c'est pas aussi simple que ça. Moi, particulièrement, je l'ai vu, je pense, 2 fois. Et je pense que c'est la dernière, je suis le dernier à l'avoir vu. C'est un peu partout. Donc, ce qui pose plusieurs problèmes. Le problème, on parle d'hydronéphrose. L'hydronéphrose, en fait, c'est l'hydronéphrose, en fait, il y a une dilatation des cavités pyélocalicielles. Et pour cette dilatation des cavités pyélocalicielles, il a dû probablement détruire son rein et il a une néphrectomie. Donc, ce patient, actuellement, en 86, il a une néphrectomie. Docteur, oui. Je pense qu'on va y revenir dans les recommandations. Est-ce que là, on est dans les questions de clarification. Est-ce que vous avez vraiment des questions de clarification à adresser au niveau au présentateur? Parce que là, vous êtes en train de nous replacer le contexte, c'est vrai. On en aura besoin dans les recommandations pour vraiment orienter également. Et si un autre cas se présentera, comment on va prendre en charge ce patient-là. Donc, on va y revenir. Est-ce que vraiment vous avez des questions de clarification à poser? Donc, concernant simplement, puisque ayant également suivi le patient, donc je m'étais un peu mis dans la même position que les CNOB et autres et je pouvais répondre, mais il n'y a pas de souci. Oui, absolument. Donc, vous êtes l'expert, hein? On va y revenir dans les recommandations en tant que praticien. Maintenant, si vous avez des questions de clarification, on va vraiment les poser. Sinon, on peut tout juste aller au niveau des recommandations et ça va te permettre également après de dérouler et de développer ce que vous voudrez développer. Il n'y a pas de question de clarification. Merci beaucoup. Merci, professeur Yaya. Maintenant, nous allons nous adresser toujours aux participants pour donner des recommandations. Alors, je vois donc dans les recommandations, peut-être je vais retourner la parole au professeur Abdoulaye Seck. Donc, il avait commencé à donner des recommandations et je pense que ces recommandations étaient vraiment très pertinentes. Professeur Seck, est-ce que vous êtes toujours en ligne? Alors, Hassan, je suis toujours en ligne Allez-y, et oui. je remercie l'équipe pour les précisions apportées sur le cas. Alors, comme je l'ai dit, hein, nous, on a eu un cas comme ça, mais c'est une femme qui venait de la Guinée, hein, vraiment. Et que ce qui est un peu... Ici, on nous dit qu'il n'y a pas d'infection du tractus urinaire, mais elle avait une infection du tractus urinaire qu'on guérissait, mais chaque 3 mois, elle était à Dakar, hein. Il a fallu qu'on me pose la problématique une fois avec mes techniciennes et un de mes biologistes. J'ai posé la question et je l'ai appelé. Donc, on a pu gérer le cas uniquement en lui posant des questions. Comment elle fait sa toilette intime? Tout cela, on s'est rendu compte que peut-être que c'est une contamination. On a fait les selles et on a retrouvé le même germe avec le même profil antibiotique qui montre que c'est la même espèce avec le profil de résistance qui était identique. Mais depuis qu'on lui a prodigué des conseils par rapport à l'hygiène, comment elle doit se nettoyer, tout, mais depuis lors, ça va, hein. Moi, je pense que ce cas aussi, il fallait, avant de parler, revoir la façon dont le patient se nettoie, tout ça. Est-ce qu'il respecte les règles d'hygiène individuelle avant de parler de malformation? Peut-être qu'elle en a. Mais ça aussi, moi, je pense que dans les recommandations, il faut que cette prise en charge individuelle avec le respect de l'hygiène individuelle doit être intéressant pour ce patient. C'est ce que je voulais ajouter, hein. Merci. Merci beaucoup, professeur Seck, pour cette recommandation très pertinente portant sur l'hygiène. Je pense qui est capitale pour vraiment une bonne prise en charge des infections, surtout des infections du tractus urinaire, du fait de la proximité entre donc l'appareil digestif et le tube digestif et également l'appareil urinaire. Alors, je vais également donner la parole à professeur Aïssatou pour continuer également donc, dans les recommandations. D'accord. Professeur Aïssatou, vous êtes toujours en ligne? Ah oui, je suis en ligne, professeur. Allez-y. OK. Donc je vais répéter les choses. Donc là,
C'est une colonisation, donc différencier colonisation pour moi et infection urinaire. Et c'est la première recommandation. Également, revoir le cadre, donc pour ça, pour revoir le cadre nosologique des infections urinaires. Et dans les infections urinaires masculines, notamment s'il s'agit d'une infection avec des uropathies ou des malformations d'une manière générale, la durée de l'antibiothérapie est de 3 semaines, 21 jours. Et également, ne pas mettre d'emblée, si possible, les carbapénèmes. Et c'est privilégier tout ce qui est, si les fluoroquinolones sont sensibles, de mettre des fluoroquinolones ou de la piperacilline tazobactam. Mais dans le cadre de la prescription de la piperacilline tazobactam, c'est vrai que les conditions CNTP voudraient que dans nos comptes rendus d'antibiogramme, qu'on puisse avoir la CMI. Qui à ce moment-là pourrait être intéressante ici. Donc, ce qui me fait dire une troisième recommandation, c'est pour vous les biologistes aussi bien pour nous qu'on puisse disposer des CMI. Il faudrait que de plus en plus on aille vers les CMI pour pouvoir mettre en place des prescriptions d'antibiotiques qui soient les meilleures pour nos patients. Ce qui me fait revenir à une quatrième recommandation, ici, il nous faut travailler en groupe, en multidisciplinarité. C'est le cas typique où nous, entre les urologues, et je salue le professeur Yaya Sow qui est là, entre les urologues, les microbiologistes et nous, infectiologues, c'est les cas typiques où nous, on doit s'asseoir et voir comment aider à la prescription ici d'une telle antibiotique pour que ce soit personnalisé. Ce sont les cas typiques où ça doit être personnalisé. Donc, je ne reviens pas sur les remarques de professeur Seck voilà, sur l'hygiène, qui explique la contamination de voisinage qu'on a eu ici, probablement. Également, la dernière, je pense, qui rejoint, qui est plus globale, qui dépasse nous-mêmes notre cadre, il faudrait qu'on aille vers des CNR. Hein, pour que quand on a de telles souches derrière, qu'on puisse les séquencer. Donc voilà un peu grosso modo, professeur Dieng, les remarques que j'avais, les recommandations que j'avais par rapport à ce cas, en vous remerciant de nous avoir proposé ce cas qui est très très intéressant, il faut le dire, et qui puisse nous permettre de pouvoir partager entre nous les expériences pour avoir une meilleure gestion des antimicrobiens. Merci. Merci beaucoup, professeur Aïssatou, pour ces recommandations, qui sont des recommandations très pertinentes, comme celle également de professeur Abdoulaye Seck. Est-ce que parmi les participants, il y a également d'autres qui ont des recommandations? Sinon, nous allons remettre la parole au AMS pour également faire le résumé des recommandations. Mais avant ça, je voudrais donner la parole à professeur Boy pour ces recommandations-là. Parce qu'avant qu'on donne à l'expérience de nous faire un peu de résumé des recommandations. Professeur Boy, vous avez la parole. Je suis vraiment... Merci encore, professeur Hassan, et aussi merci pour l'auditoire. J'ai été bien séduite par la présentation, mais aussi les questions de prise en charge. Et j'insiste aussi sur le fait que le professeur Aïssadoula a bien raison. On est en train d'aller vers les CIM et les CMB. Pour le suivi thérapeutique efficace, il faut des CIM. Le fait que différencier colonisation et infection. Mais dans le contexte que nous avons, aussi bien la pharmacodynamique est importante, mais la pharmacodynamique est importante. Parce qu'il faut un antibiotique efficace et qui diffuse. Les réflexologues pour une meilleure prise en charge de telles présentations et aussi les différentes recommandations qui peuvent être formulées. Merci encore. Merci beaucoup, professeur Boy, pour ces recommandations. Alors, il y a aussi le fait que
Je pense que c'est des recommandations qui sont toutes des recommandations pertinentes, très pertinentes. Et peut-être qu'il faudra aussi prendre en compte la notion de qualité aussi de l'antibiotique. Parce que comme l'a défini l'OMS, tout médicament qui n'est pas enregistré est un médicament de qualité inférieure. Et donc, il faudrait vraiment voir est-ce que les médicaments qui sont pris pour ces cas de figure-là, est-ce que ce sont des médicaments qui sont enregistrés, c'est-à-dire qui ont une autorisation de mise sur le marché? Est-ce que ces médicaments-là aussi ont été évalués techniquement par la commission technique de l'ARP? Est-ce qu'ils ont été validés par la commission nationale de l'agence de réglementation pharmaceutique avant d'avoir une autorisation de mise sur le marché pour éviter que le patient prenne des médicaments hors du circuit? Alors, sans plus tarder, maintenant, nous allons remettre la parole à l'expert de nous faire un résumé donc, des recommandations. Professeur Yaya, vous avez la parole. Merci. Je remercie encore une fois l'audience et je suis heureux de participer à ce panel pour partager donc sur cette infection urinaire qui est une infection très fréquente. Je pense, si j'ai bien compris, je dois présenter quelque chose, un petit résumé sur les infections urinaires de façon globale avant donc de discuter sur le cas. C'est bien ça. Allez-y, professeur. Pour me permettre de partager mes diapos. Professeur, vous avez prévu de faire en combien de minutes votre présentation? Comme ça, on va... Je vais accélérer. Oui, d'accord. Allez-y donc. C'est donc. des choses déjà connues, c'est des rappels sur l'infection urinaire. Mais bon, on m'avait dit 15-20 minutes, donc je peux... Si vous voulez vraiment le faire en moins de 10 minutes, ça serait idéal. D'accord. Donc, nous savons tous que les infections urinaires constituent donc... il y a plusieurs tableaux cliniques qui peuvent se prêter à nous, de symptomatologie variable. C'est des infections fréquentes dont la gravité, essentiellement, c'est sur les complications. Les complications qui peuvent être liées donc également aux résistances antibiotiques. C'est des infections à germe banal où nous avons Escherichia coli dans la majorité des cas. Ça, donc, c'est l'appareil urinaire avec le rein, les uretères, la vessie, c'est des rappels. On a l'appareil urinaire constitué donc du rein et de l'uretère, des uretères, et le bas appareil urinaire constitué de la vessie et de l'urètre. Au niveau du rein, on a les cavités rénales et le parenchyme rénal. Les cavités rénales avec les calices et le bassinet qui vont recueillir les urines. S'il y a une collection d'urine ici, parce qu'il y a un obstacle, il peut y avoir donc une infection des voies excrétrices, mais également du parenchyme rénal. C'est ce qu'on appellera les pyélonéphrite. Donc ici, rapidement, l'anatomie chez l'homme, on voit que la vessie est en rapport étroit avec la prostate, l'urètre, qui est très long chez l'homme et qui peut être un facteur de protecteur contre les infections. Différent chez la femme où l'urètre est court et à proximité entre le vagin et la voie génitale et la voie digestive. Ce qui fait que les germes qui sont au niveau du vagin ou bien au niveau du rectum peuvent facilement donc passer au niveau, passer donc dans l'urètre. Bon, ces germes, comme vous le savez tous, c'est Escherichia coli qui est le germe donc le plus fréquent dans les infections urinaires.
du fait, donc, c'est les entérobactéries de façon globale, du fait de leur possibilité d'adhérer à l'épithélium urinaire et donc de pouvoir infecter les cellules en s'agrippant au niveau, au niveau de la paroi avec les adhésines. Il y a rarement donc les cocci. Donc, comment se fait la contamination? La contamination, la voie la plus fréquente, c'est la voie ascendante. La voie ascendante, on voit ici donc les germes qui sont contenus au niveau de l'intestin, qui peuvent passer au niveau du vagin, mais également au niveau de la vessie, remonter donc l'urètre. Je vous ai montré ici chez la femme parce que c'est le cas le plus fréquent. Mais le fait d'uriner, la miction constitue donc, permet de chercher ces bactéries qui étaient déjà dans l'urètre ou bien dans la vessie. Et c'est lorsque les bactéries ont le temps nécessaire donc, pour s'agripper à la paroi qu'il y aura une infection. Et les facteurs favorisants, c'est la virulence bactérienne par les adhésions bactériennes, l'endotoxine bactérienne, que les bactéries sécrètent aussi pour entraîner une hypotonie des voies excrétives et favoriser également la stase. Le sexe féminin, c'est un facteur de risque lié à l'anatomie que je viens de vous décrire, mais aussi en cas de grossesse, ménopause. Mais toutes les obstructions au niveau de la voie urinaire, que ce soit congénitale ou acquise, donc dans notre cas, là, on a une hypertrophie bénigne de la prostate qui est là, qui va entraîner un défaut d'évacuation des urines avec stase et qui peut favoriser l'infection urinaire. Il y a des maladies métaboliques telles que le diabète, mais aussi les l'immunosuppression. D'accord? Maintenant, mais l'autre peut se défendre par la flore saprophyte, par la miction, par le mucus vésical qui va empêcher l'adhésion bactérienne, mais aussi par la protéine de camosphale qui est sécrétée par la médule rénale et qui va également empêcher donc l'adhésion bactérienne. Le CBI, je ne vais pas vous faire l'affront de vous en parler, mais il faut savoir actuellement qu'on parle d'Escherichia coli quand il y a une infection urinaire, quand c'est supérieur à égal à 10 puissance 3, quand il s'agit de l'homme et de la femme, et que pour les autres, c'est quand c'est supérieur à 10 puissance 4 bactéries par millilitre. Donc, il y a plusieurs entités nosologiques dans les infections urinaires. Donc, il y a l'infection urinaire simple, les infections urinaires à risque de complications. Donc, l'infection urinaire simple, c'est une infection qui va se produire sans qu'il y ait un facteur anatomique, un facteur organique au niveau de l'appareil urinaire, alors que les infections à risque de complications, c'est que c'est des infections qui se développent sur déjà une anomalie urologique existante. Et si on ne fait rien, l'infection, il y a des risques donc de complications qui peuvent survenir. Donc, les infections urinaires graves qui vont associer une infection urinaire avec des signes de sepsis graves. Les cystites récidivantes, le professeur Seck nous a présenté une femme qui, à mon avis, présente une cystite récidivante. Elle s'auto-contamine liée simplement à la proximité ou bien à l'absence d'hygiène qui existe donc au niveau de son périnée. C'est ça qui fait donc qu'elle a des récidives de cystite aiguë qui devaient être, après traitement, comme il l'a préconisé, il faut des moyens de prévention, dont l'hygiène, mais aussi d'autres éléments donc, de prévention. Les infections urinaires masculines et la colonisation bactérienne qui existe également, c'est une bactérie asymptomatique. Aucun signe urinaire, mais il y a la présence d'un germe de façon significative dans les urines. Donc, quand on est devant ces cas, il y a 3 problèmes qu'il faut résoudre. Il faut reconnaître l'infection, il faut identifier le germe, déterminer sa sensibilité, préciser le siège de l'infection, parce que l'infection peut être une infection due par appareil urinaire ou du haut appareil urinaire, ou bien également déterminer l'étiologie. Est-ce qu'il y a une anomalie urologique qui est en dessous, qui
entretient cette infection. Donc, la cystite aiguë simple, elle se manifestera essentiellement par des brûlures mictionnaires, une polycule, une pyurie. Et le traitement, c'est essentiellement des quinolones ou bien les C3G en monodose. Une cystite aiguë peut se traiter en traitement minute, c'est-à-dire en monodose d'antibiotiques. Tandis que la cystite à risque de complications, c'est quand il y a une cystite et qu'il y a une anomalie qui est là, qui fait qu'il y a une obstruction au niveau de l'appareil urinaire. Dans ce cas-là, il faut faire le CBU, il faut faire l'imagerie pour diagnostiquer cette obstruction et ensuite, le traitement de la cystite, durera 5 à 7 jours. La cystite récidivante, comme je l'ai dit tantôt, c'est le traitement de la cystite aiguë et ensuite les moyens de prévention, dont la manière dont faire la toilette vaginale, ne pas garder ses urines pendant longtemps, etc., etc. Boire beaucoup d'eau, tout ça, c'est des méthodes qui peuvent empêcher donc la réinfection. La pyélonéphrite aiguë, quant à elle, elle peut être simple. C'est des douleurs lombaires, c'est un syndrome infectieux et c'est la présence donc d'une pyurie. Dans ce cas également, le CBU est nécessaire, l'échographie qui va rechercher l'obstacle. Et en général, dans la pyélonéphrite aiguë simple, il n'y a pas d'obstacle, c'est une pyélonéphrite qui se développe sans obstacle. Alors que la pyélonéphrite à risque de complications, elle, il y a un obstacle qui est là, qui favorise cette pyélonéphrite et nécessite un traitement rapide pour éviter donc la survenue de complications que sont l'abcès du rein ou bien la pyélonéphrose. La pyélonéphrite grave, quant à elle, il y a un sepsis grave, donc c'est presque une réanimation. Il faut hospitaliser le patient, ça nécessite une intervention chirurgicale de drainage des urines qui sont infectées, associée à une bi-antibiothérapie. En général, il faut utiliser une C3G ou C4G ou une quinolone et associée donc à de l'amicacine. La durée du traitement, c'est aussi 10 à 14 jours. Ce qu'on appelle également les infections urinaires masculines, c'est la prostatite, l'orchiépidémite, l'urétrite, qui peuvent également poser beaucoup de problèmes, mais dont le traitement dépend aussi des antibiotiques, des différentes spécialités. C'est en général les fluoroquinolones, mais également les C3G. Bon, concernant la colonisation urinaire, c'est une bactérie asymptomatique. En général, il y a une sonde urinaire parce que cette sonde urinaire, il y a un biofilm au niveau donc, de cette sonde où les germes peuvent se loger et peut être difficile à éradiquer. Il ne faut pas, en général, traiter une colonisation urinaire, sauf si on doit faire une intervention urologique. On doit intervenir sur l'appareil urinaire ou bien en cas de grossesse. Les cas particuliers, c'est la résistance. De plus en plus, on voit qu'il y a la résistance aux antibiotiques liée à l'usage inapproprié des antibiotiques, mais aussi au développement donc, des germes qui sécrètent donc des substances qui permettent donc de bloquer la bêta-lactamase. Okay? Les problèmes thérapeutiques, c'est l'accessibilité également, parce qu'en cas de résistance, il faut utiliser des antibiotiques en général qui sont très coûteux et parfois c'est difficile pour les patients d'avoir donc ces médicaments, mais également il y a beaucoup de médicaments qui ne sont pas disponibles. Parfois, on est amené à avoir un SCBU où les médicaments qui sont sensibles ne sont pas disponibles. Donc, ça pose problème de thérapeutique chez ces patients.
Et le fait qu'on va utiliser de plus en plus, à cause de la résistance, les antibiotiques usuels ne sont plus utilisés, on n'utilise plus surtout les antibiotiques qui devaient être réservés au cas grave. C'est le cas de l'imipenem qui commence à être maintenant résistant certaines bactéries comme l'Escherichia coli. Nous avons vu ici fait une étude de profil sensibilité des infections urinaires nosocomiales aux antibiotiques. C'était à l'hôpital Alice Le Dantec. Et c'était des infections qui étaient liées aux soins. C'était donc des infections qui étaient acquises à l'hôpital. Dans 43% des cas, c'était Escherichia coli qui était responsable. Et on voit Pseudomonas aeruginosa et Klebsiella pneumoniae qui étaient également présents. Et les antibiotiques qui étaient notés dans les antibiogrammes, on voit la ciprofloxacine, la levofloxacine qui étaient moins sensibles par rapport à l'imipenem, la gentamicine et l'amoxicilline. Et le fait qu'on utilise, vous voyez, 65% des patients étaient sensibles à l'imipenem. Les autres n'étaient pas sensibles à l'imipenem. Donc, ça pose vraiment un problème. Si il y a un patient qui a une infection grave et qui est résistant à tous les antibiotiques, à l'arsenal thérapeutique dont on dispose, ça peut poser problème. Voilà. Maintenant, si on revient au cas présenté, ce cas, il présente plusieurs problèmes. C'est un sujet âgé parce qu'il a 73 ans. Il a une néphrectomie à droite, donc il a un rein unique. Ça également, c'est un problème. Et sa crête actuelle, j'ai vu dans le résumé, la crête commence à être altérée. Il est hypertendu, qui est délétère également à la fonction rénale. Et il a une tumeur prostatique qui peut créer également une obstruction au niveau de l'appareil urinaire, être responsable d'infection, être responsable également de destruction du rein. Maintenant, à l'ECBU également, on a un germe qui est là, que moi, je mets dans le cadre d'une colonisation, puisqu'il n'a aucun signe urinaire. Je l'ai vu plusieurs fois, il n'a pas de signe d'infection urinaire. Et je pense même qu'au niveau de l'ECBU, il n'y avait pas une leucocyturie significative. Donc, ça pose ce problème. Maintenant, nous, dans notre pratique, avant de faire une intervention au niveau de l'appareil urinaire, on fait un examen cytobactérique d'urine parce qu'il faut opérer dans des conditions d'urine aseptique pour éviter de propager l'infection, mais pour éviter aussi donc, la septicémie qui peut être mortelle. Donc, chez ce patient, nous avions préconisé de surveiller puisqu'il a eu à prendre beaucoup de traitements et qu'il n'a pas symptomatique et que l'intervention, l'indication chirurgicale d'hypertrophie bénigne de la prostate n'était pas vraiment, c'est-à-dire, ce n'est pas une indication, comment je vais le dire, qui est obligatoire en fait, chez lui. Voilà. Et vu le risque de complications, nous avons décidé donc de ne pas faire l'intervention chirurgicale. Voilà. Merci, je vous remercie et j'écoute vos remarques et vos questions pour qu'on puisse donc avancer dans le cas. Merci. Merci, professeur Yaya, pour cette présentation. Peut-être nous allons recueillir l'avis, bien le témoignage du patient, s'il est en ligne, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure. Est-ce qu'il est en ligne? C'est Nabou? Oui, il est en ligne, il est là. Oui. Allez-y, oui. Je vous remercie.
Ça m'a fait un grand plaisir de voir en image le professeur Yaya Sow, que je connais bien. J'ai eu à le rencontrer à Dakar. Et depuis qu'il est à Saint-Louis, on s'est rencontrés à 2 fois. Je suis professeur d'éducation physique et sportive de mon État. Et depuis que j'ai eu ces problèmes, je n'ai jamais baissé les bras. Et ce qui me maintient d'ailleurs en vie, c'est que je suis spécialiste en psychologie. Et ça, c'est ce qui me pousse à avoir la force de résister. Malgré que jusqu'à présent, l'urologie n'a pas encore réglé mon problème. Mais je résiste. Je dois remercier particulièrement le professeur Seneboulo, le docteur Diahabi et le docteur Seb, parce que le professeur Seneboulo m'a toujours donné le courage. À un moment donné, même j'avais abandonné, j'ai dit que je vais abandonner. Donc ça fait plus de 10 ans, je dis bien 14 ans, que je me bats pour une cause qui n'a pas encore été vaincue. Alors c'est le professeur Seneboulo qui m'a encouragé à résister. Et je résiste. Jusqu'à présent, d'ailleurs, je devais même rencontrer le professeur Yaya Sow durant ce mois d'octobre. Il m'avait donné un rendez-vous. Alors, on ne s'est pas encore vu parce que, compte tenu de son emploi de temps. Mais je vous dis, pour un peu corriger le professeur Seck, je suis très rigoureux dans l'entretien de mon organisme. Vivement formation. Je me souviens, quand j'étais à l'INSEPS, j'ai beaucoup côtoyé les futurs médecins. Les cours de biosciences biologiques, je les faisais à la faculté de médecine. Donc, j'ai côtoyé de futurs médecins pendant 6 ans. Je suis très rigoureux. Je respecte les médicaments. Je les respecte et tous les jours que j'ai fait, chaque nuit, je ne me couche pas sans prendre de alpha G10 ou Imogène que le professeur Yaya Sow m'a inscrit la dernière fois. Tous les jours, avant de coucher, je les prends. J'ai pris toutes sortes d'antibiotiques possibles depuis 14 ans. Toutes sortes. Vous avez parlé de cherté. Moi, les chérités, ça ne me dérange pas. Le jour où le docteur Thiam m'a prescrit ça, je l'ai acheté le même jour. C'était presque 200 000 francs. Je l'ai acheté le même jour. Plus j'ai été hospitalisé pendant 10 jours. Mais après, ils m'ont consulté. Hein, la batterie était toujours là. J'ai l'habitude de taquiner le professeur pour lui dire que vraiment, ça m'a fait affaire de yalla. Alors, mais nous nous battons toujours. Je ne vais pas être très long. Je vous remercie. Je remercie particulièrement le professeur Seneboulo de m'avoir invité dans ce panel. Et je vous remercie. Et j'ai dit souvent à mes amis médecins que je crois que cette bactérie sera un jour peut-être vaincue avant que je ne tire mes références. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et comme vous l'avez dit, la santé n'a pas de prix, raison pour laquelle vous donnez corps et âme pour l'entretien également de votre corps en utilisant peut-être tous les moyens qui sont à votre disposition. Alors, vous avez également remercié les médecins et les biologistes qui vous ont aidé à surpasser cette étape-là qui est très difficile. Et je pense qu'il faudra cette collaboration dont on vient de parler, cette collaboration entre cliniciens et microbiologistes également. Il va falloir également qu'on ait cette implication du patient pour vraiment évaluer l'efficacité du traitement qui est prescrit. Alors, peut-être sans plus tarder, donc, nous allons peut-être voir avec Dr Diahabi, est-ce que les questions qui ont été traitées, donc, est-ce qu'elle pourra mettre les recommandations en pratique? Est-ce que vous pouvez vraiment conclure que les questions ont été bien traitées et que des recommandations qui ont été formulées pourraient être mises en pratique? Merci, professeur Assane Dien. Donc, ces contributions, ces questions qui ont été posées vont être mises en pratique dans le but d'améliorer vraiment aussi bien la prise en charge du patient, dans le but aussi d'aider nos cliniciens dans le but d'aider le patient surtout dans la prise en charge. Je voudrais juste ajouter quelque chose, si vous me le permettez. Allez-y. Oui.
En fait, par rapport à la notion de colonisation, c'était juste ça, juste éclaircir. Nous, on a jugé nécessaire de mettre dans le titre persistance. Donc, dans toute la présentation, la notion d'infection du tractus urinaire n'est pas sortie. Donc, on a mis persistance. Et si vous voyez même dans la formulation des hypothèses, la première hypothèse qu'on a formulée, c'est pratiquement l'établissement de biofilms qui peut être dû à un problème de stase dû à l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est juste dire que ce patient est bien portant, il est là, il est bien portant, il essaie de vaincre la bactérie et en même temps, il essaie aussi d'éliminer l'hypertrophie de la prostate qui vraiment, qui vraiment est contraignant parce que des fois aussi, il ne l'a pas dit, mais il a des difficultés à uriner. Donc, en position assise, il ressent une pression urinaire, mais quand il est debout, le fait d'uriner est beaucoup plus facile. Donc, c'était juste ces quelques contributions que je voulais ajouter. Donc, il n'y a pas lieu d'infection du tractus urinaire, mais il y a lieu de persistance de la bactérie due à une colonisation liée à l'anatomie même du tractus urinaire. Merci beaucoup. Les contributions seront prises en compte, puis la présentation aussi sera partagée à la communauté. Merci. Merci beaucoup, Dr Diahabi, pour cette contribution également très pertinente. Et je pense que sur ce, je vais... Vous me permettez? Oui, allez-y, processez. Voilà, c'est juste pour me réjouir de cette session. Personnellement, très émue. Donc, c'est un patient que j'ai connu en 2018 et actuellement, c'est un patient qui m'est très cher, qui m'est très proche. Et quand je le connaissais, il était vraiment dans un état parce qu'il voulait abandonner son traitement parce que ayant fait des va-et-vient, aller-retour avec des traitements, à n'en plus finir sans pour autant vaincre sa maladie. Donc, on a pu, avec professeur Méry, je me rappelle, c'était avec lui et professeur Méry, on a pu le rassurer et puis essayer de le convaincre pour qu'il vienne régulièrement faire ses contrôles de CBU. Et vous l'avez entendu, lui-même, il a témoigné. Et je peux dire que c'est à cause de son niveau intellectuel qu'il a pu, et de son statut de sportif de haut niveau, qu'il a pu, peut-être c'est à cause de ça qu'il est resté bien portant sans pour autant, parce qu'actuellement, le taux de PSA diminue progressivement. Et donc, vraiment, c'est un patient que nous saluons parce qu'il a accepté d'être là. Mais le problème, c'est vraiment, moi, mon dernier mot, c'est de demander aux urologues. Parce que parmi toutes les hypothèses, il y a le professeur Bougui qui a parlé d'une chose très importante, d'une malformation qui peut-être pourrait causer le fait qu'il y ait une décharge à partir du tube digestif au niveau de l'arbre urinaire. Et donc, vraiment, c'est une voie à explorer pour qu'on puisse un jour trouver ce monsieur-là sans la préparation. Voilà, je remercie tous les participants. Je peux intervenir quand même. Merci beaucoup, professeur Seynabou. Peut-être on peut dépasser le temps. Nous allons peut-être remettre la parole à professeur Yaya, peut-être pour 1 à 2 minutes avant de clôturer la session. Professeur Yaya, vous avez la parole. Bon, c'est pour simplement rassurer tout le monde sur le professeur Yaya, nous ne vous entendons pas. Il a une hypertrophie bénigne de la prostate. OK? Mais ce n'est pas du tout méchant, en fait. Il est sous traitement médical de son hypertrophie bénigne de la prostate. Il a, d'après moi, une colonisation et la dernière fois que je l'ai vu, je l'ai dit que ça ne te fera rien. S'il n'y a pas de symptômes, ce n'est pas nécessaire donc de traiter. Et je pense que son pronostic, il n'y a pas de risque sur son pronostic concernant en tout cas son hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, il faut vous rassurer, c'est pas...
Bon, c'est vrai que Allô, professeur Yaya? Oui. Nous avons perdu professeur Yaya. Professeur Yaya? Je pense que nous l'avons perdu, il a un problème de connexion. Alors, je remercie vraiment tous les participants pour leur participation à cette session qui est très intéressante, qui nous a permis de voir un peu une persistance d'une bactérie, Escherichia coli, productrice de BLC chez un patient qui a une hypertrophie bénigne de la prostate. Et nous vous remercions vraiment d'avoir pris de votre temps pour participer à cette session. Et je vous invite quand même à envoyer des cas pour la prochaine session et que tous les cas seront les bienvenus. N'importe qui peut envoyer un cas et ça nous permettra de rapporter notre pierre à l'édifice qui consiste à faire la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, comme l'a si bien dit le docteur Djahabi, qui constitue vraiment une problématique de santé publique, surtout dans les pays en développement. Et si nous partageons des cas, nous pourrons vraiment donc contribuer à cette lutte-là. Je voudrais vraiment remercier les organisateurs, remercier toute la communauté ECHO, remercier également notre maître, le professeur Cheikh Sadibou Boye, et tous les maîtres qui sont en ligne, le professeur Ablaye Seck, le professeur Rouguiatou, et le professeur Alimato également qui vient de nous rejoindre. Donc, je ne sais pas si on va lui donner la parole pour dire un mot. C'est elle qui nous avait ici, donc c'est la parole. Professeur Alimato, vous avez la parole. Bonjour à tous, chers membres de la communauté. Merci, professeur Hassan. Nous étions retenus dans une autre activité, mais voyons que ECHO continue son chemin et nous sommes très heureux. Voilà, à partir de ECHO Labo, aujourd'hui on a Teach AMS, on a ECHO Gender. Voilà, ECHO est en train de faire son chemin au Sénégal. On est très heureux qu'il y ait toute la communauté. Merci et bonne suite. Merci beaucoup à professeur Alimatou. Maintenant, nous allons peut-être remettre la parole à notre maître, professeur Cheikh Boye, pour clôturer cette session. Professeur, vous avez la parole. Merci, professeur Hassan. Merci aussi à professeur Alimatou. C'est pour l'occasion pour nous de remercier toute l'équipe d'Eco Labo qui nous a accueillis ici et qui nous a mis dans les meilleures dispositions. Remercier et féliciter tous les participants pour la pertinence de leur intervention. Remercier aussi l'équipe de Saint-Louis qui a présenté un cas très, très intéressant de colonisation probablement, et qui a permis aussi au professeur Yayeso et au professeur Hassan, qui est le modérateur, le facilitateur, de pouvoir gérer cette présentation et de formuler différentes recommandations. Donc, il faudrait quand même en prendre compte cette influence. Aujourd'hui, on ne traite plus avec l'antibiogramme, on traite avec les CI. Donc, on doit aller plus loin dans la prise en charge thérapeutique des patients et faire une concertation, une coordination entre les praticiens et les laboratoires. Praticiens de laboratoire, mais aussi les gynécologues qui sont très outillés en antibiologie, mais aussi les chirurgiens urologues qui aussi participent activement dans la prise en charge des résultats. Merci encore à tout le monde et bonne fin de journée. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci. Merci.